Alors brièvement, je m'appelle Manu Lanzi, 48 ans, bientôt 49, très vite. Je suis alors comédien cascadeur, non, ça c'était avant. Maintenant je suis chorégraphe de combat et régleur cascade pour le cinéma, voilà, principalement. Et puis voilà, c'est tout. Ça ouais. C'est une histoire que je raconte régulièrement en ce moment, mais qui est tellement, voilà, qui est une vraie réalité. Et un souvenir enfoui en moi et qui est bien agréable. Et effectivement, c'est à l'âge de 5 ans, je crois, un truc comme ça. Je suis à la presse avec ma mère qui va acheter son fameux télépoche. Et un petit peu plus haut, je vois une couverture. Bon, alors pour ceux à qui ça parle, c'est Spécial Strange numéro 1. Et voilà, et je sais pas, il y a des couleurs, un truc. Je demande à ma mère, on peut me l'acheter voilà. Elle me dit oui. Et je regarde le truc et c'était donc une couverture avec Spider-Man qui est en espèce de lévitation, de coup de pied sauté face à grand maître des arts martiaux dans la BD qui s'appelle Shang-Chi. Me demande pas pourquoi, j'aurais très bien pu être attiré par un magazine sur les chevaux ou machin, etc. Mais non, j'ai été happé par ça. Elle me l'a acheté, j'ai eu la couverture, putain, je suis resté bouche bée. Et j'ai ce souvenir, alors c'est difficile les souvenirs de 5 ans, mais j'ai ce souvenir de ne pas avoir ouvert le magazine tout de suite. J'ai dû peut-être faire comme ça, oh putain. Et je suis resté focalisé sur cette couverture. Durant tout le trajet de la presse à chez moi, je l'ai regardé, quitte à me prendre des poteaux, tout ça, etc. C'est peut-être à ce moment-là que la cascade est venue à moi, mais voilà, cette couverture m'a happé. Et quand on est arrivé à la maison, j'ai commencé à regarder et ça m'a donné envie de comprendre le sens de ce mouvement, de trucs. C'était pas une époque où on avait, comme maintenant, tellement de choses, tellement d'informations, tellement de chaînes YouTube, de ceci, de cela, où tu vois tout. En 70, il y avait 3 chaînes télé et terminé. Donc le fait de voir ce truc-là, je dis merde, qu'est-ce que c'est? Et voilà, et j'ai essayé de reproduire dans ma chambre cette espèce de coup de pied en mode ridicule, mais voilà, je voulais faire pareil. J'ai chopé les chaussettes de mon père, rouges, que je me mettais sur la tronche comme ça. Je faisais un trou pour avoir les yeux, la truc s'ouvrait, voilà. C'est tout plein de souvenirs comme ça, mais ça accompagnait, au-delà de la tenue, des mouvements. Et c'est comme ça que c'est venu. Un fameux coup de pied. Après, bien évidemment, tu grandis. Donc j'ai été complètement nourri aux comics. C'est-à-dire que les Strange, Spécial Strange, Titan, tout ça, je les ai encore chez moi. Ils sont dans ma bibliothèque, ils sont nickel et tout machin. Et après, il n'y avait pas les arts martiaux à l'époque. Mais même à l'intérieur du magazine, il y avait déjà des cases BD avec Shang-Chi qui met des kicks, des trucs et tout. Putain, voilà, ça m'a complètement ensorcelé. Et j'ai commencé après par le judo, karaté, machin, etc. Mais je ne trouvais pas. Le karaté, on faisait des trucs comme ça.
Fais chier, qui sont où les coups de pied sautés? Et on les faisait pas, surtout ceinture blanche. T'apprends, pendant 1 heure, je m'emmerde. Non, en fait, le parcours, il s'est passé, comme je te dis, tu fais des trucs, tu bouges à la maison et tout, t'as tes parents, ils disent, putain, il est relou. Et du coup, ils m'ont inscrit au judo. Tu vas faire un peu de judo, cool. Puis tu fais le judo, tu fais des prix et tout, c'est casse-couille. Je me roulais plus sur le tatami avec mon pote de l'époque qui s'appelait Franck, je m'en rappelle. Et donc voilà, et puis bon, après je dis, mais c'est parce que j'ai été jusqu'à ceinture orange, de la merde. Et après, j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Ok, on va t'inscrire au karaté, mais les arts martiaux à l'époque n'avaient pas autant de succès que maintenant où tu trouves tout et n'importe quoi. On est bien d'accord. Et j'ai fait le karaté, mais ça s'approchait déjà un peu plus. On faisait des maigiri, yokogiri, tout ça, des petits retournés de temps en temps, dégueulasses, mais voilà, et je devais avoir là 7-8 ans, un truc comme ça. Après, j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma chambre, finalement. Alors, je te passe certains trucs, parce que c'est que des souvenirs, donc évidemment, en termes de temps, mais il y a eu l'arrivée du magnétoscope. Mon père avait un café dans le 9e arrondissement, et à l'époque, avoir un magnétoscope, c'était signe extérieur de richesse. On n'était pas riches, mais mon père avait des tombées de camion. Les clients un peu, Bruno, j'ai une petite tombée de camion. Et donc, premier magnéto, waouh! Et là, tu vas au vidéoclub, machin, etc., qui commençait à fleurir à l'époque. J'ai vraiment connu l'ouverture des vidéoclubs. Et là, tu vois les cassettes de Bruce Lee, jaunes, machin, etc. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Bruce Lee, le mec, il est en pause, tout ça. On a été loué, j'ai dit, mon père, on peut louer ça. Lui, il avait entendu parler. On a regardé Bruce Lee. Là, évidemment, deuxième déclic. Putain de merde. Le mec, il fait des trucs et tout. Je crois que le premier que j'ai vu, c'était même pas Big Boss, c'était La Fureur du Dragon. Ouais, qui était, voilà. Et après, j'ai découvert les autres. Et là, j'ai commencé à m'entraîner tout seul dans ma chambre. Parce que les cours, finalement, il y avait des moments, c'était cool. Alors après le karaté, j'ai fait d'autres arts martiaux. Mais il y a eu ça, il y a eu Bruce Lee. Et tout de suite après, le vrai déclic, ça a été mon premier film de ninja, qui s'appelait Ultime Violence, c'est Ninja 2, etc. La jaquette, c'est-à-dire que tu as un peu le côté similaire de Spider-Man, où tu as sur l'affiche un ninja qui est en espèce de saut machin avec tout un truc, enfin le truc est très graphique. Oh, je loue. Et là, je trouve une passion incommensurable pour le ninja, c'est-à-dire un personnage costumé. C'est pas limite un nanar ce truc? Ah si, mais tellement jouissif. C'est un nanar maintenant. À l'époque, quand il est sorti, il y avait le premier qui était sorti qui s'appelait L'Implacable Ninja, mais moi j'ai été happé par la couverture de celui-là. C'est un nanar, mais enfin, moi je les ai encore en Blu-ray et je kiffe. C'est de la merde, mais je kiffe. Et donc voilà, et c'était cette association de costumes, de machin. Alors évidemment, j'ai acheté tous mes costumes de ninja, je me suis entraîné, j'ai jeté des shurikens, j'ai tout cassé à la maison, enfin voilà. Et j'ai passé beaucoup de temps en fait avec mon magnétoscope. Donc j'ai loué, je repartais avec des piles comme ça. Tu vois, je dépensais tout mon argent là-dedans. Et j'ai commencé à regarder tous les mouvements de chaque artiste martial et essayer de reproduire. Parce que finalement, aux arts martiaux, après j'ai fait de l'aïkibudo, j'ai fait ceci, j'ai même fait du ninjitsu. Mais c'était un faux ninjitsu, moi. Je me suis pointé au cours, j'étais habillé en ninja. Les mecs qui m'ont regardé, c'était en jogging ou en akama, tu vois. Putain, lui, il est grave. Oh, merde, tu vois, la honte, mais la honte de ma vie. Et j'ai appris, donc j'ai parcouru tout ça. Ce qui fait que maintenant, j'ai un léger savoir. Je ne m'estime pas un expert en arts martiaux. Mais par contre, j'ai parcouru plein de choses, à ma manière. Et du coup, voilà, et c'est parti comme ça, un entraînement personnel qui ensuite m'a amené à des rencontres. Voilà, et ça c'est une autre histoire. On va dire un peu de tout ça. Comédien, non, de moins en moins, parce que j'ai, sans fausse modestie, j'ai du mal à voir ma gueule à l'écran. Enfin voilà, bon, je dis non, ça passe pas. Mais par contre, voilà, moi je pense que l'avenue du chorégraphe de combat, elle était toute bête, c'est que j'ai beaucoup joué, même, allez, je vais me griller, très tard, jusqu'à mes 15 ans, 16 ans, je jouais avec des figurines, des Big Jim, des machins, tout ce que voilà, tout ce qu'il y avait. Je vais te demander si tu les avais encore. Non, malheureusement, il me reste deux ou trois trucs que j'ai filé à mon fils. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est un souvenir. Je sais que je chorégraphiais déjà mes trucs avec des structures, c'est-à-dire que je fermais un œil pour avoir accroché, après je faisais le... Voilà, ça je m'en rappelle. Je faisais mes sauts, comme ça, etc. Je m'amusais, mais des heures et des heures et des heures durant à faire des combats et tout ça. Donc voilà, donc je sais que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses assez vite. Donc régleur de cascade, tu le deviens automatiquement en France. Enfin, automatiquement, je m'entends, c'est qu'il y a tellement peu de films de baston, voilà. Mais comme ça grandit au fur et à mesure, on m'appelle pour des claques, pour des coups de poing, pour des trucs, mais je suis assez perfectionniste.
Même une simple claque, pour moi, doit être crédible. Les trucs un peu à la théâtre et tout, ça m'emmerde. Donc comme tu as pu le voir à l'entraînement, je prône ce côté réaliste, violent. Une bagarre est violente. Donc moi, j'aime bien à l'écran quand on arrive à associer de l'esthétisme chorégraphique avec de la violence. Et donc voilà, donc je me définirais plus comme chorégraphe de combat, mais je travaille aussi comme régleur sur beaucoup de choses, mais je m'entoure aussi énormément. Tu vois, les trucs de feu, je m'entoure avec des gens, Jérôme Gaspard, trucs de hauteur, c'est lui qui fait aussi. Enfin voilà, donc j'ai ma spécialité, j'ai des bases dans plein de choses, mais je ne m'estime pas expert dans ce domaine-là. Mais par contre, en baston, j'espère être expert, j'espère. Voilà. Oui, ça s'est quand même toujours assez bien passé. C'est toujours... Alors, oui et non, enfin je veux dire, ça s'est jamais mal passé. Mais tu peux avoir des petites déceptions quand tu vas travailler avec les stars qui t'ont fait rêver, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais citer donc des personnes, Jet Li, Jackie Chan, Van Damme, Statham, Michelle Yeoh, Philippe Ko, Ken Whooping, Corey Yun, j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois, mais au-delà de ça, enfin, je parle dans la baston. Après, tu as des acteurs français avec qui j'ai eu un plaisir à travailler, des réalisateurs, tu dis putain, là c'est complètement incroyable. Mal passé, non, mais des fois tu peux être déçu. Tu vois, par exemple, Jet Li, bon, c'est pas le mec le plus ouvert du monde. Il répète quand il a envie, il est un peu glandeur, il tape fort. Voilà, tu as des trucs comme ça. Van Damme, c'est pareil, des fois il est particulier aussi, tu vois, donc tu as mis ces personnes en haute estime et des fois tu peux être un peu déçu. Donc sur le coup, c'est ces petites déceptions. Et puis de temps en temps, tu as des personnes comme Marc Dacascos, c'est incroyable, avec qui j'ai gardé contact et c'est un mec super. Statham, c'était une bonne surprise, enfin tu vois, tu as des trucs comme ça. En réal, finalement, je cite à chaque fois Paul Verhoeven parce que c'est une réalité. Paul Verhoeven, ça a été, mais j'ai fait 2 films avec lui, c'est, je pense, probablement une de mes plus belles expériences et je sais pourquoi je fais ce métier, tu vois. Et voilà, et c'est un cinéma, il a fait des films qui m'ont, pareil, comme ma couverture, qui m'ont happé. J'ai essayé de comprendre, putain, mais ce film, pourquoi, hein? Donc voilà, donc non, il y a des super bonnes expériences. Et malgré tout, pour terminer cette conversation trop longue, je dirais, les personnes avec qui ça s'est mal passé m'ont permis d'apprécier encore plus ceux avec qui ça s'est bien passé. Voilà. Les mauvaises expériences t'apportent automatiquement kiffance plus quand ça se passe bien. En fait, les cascadeurs, à mon époque, on n'était pas exagérément nombreux dans le domaine de la baston. Il y a eu Olivier Schneider, Michael Troud, moi, Patrick Vaux, tout ça, etc. Enfin, des gens qui, Greg Lofredo, enfin, Yves Girard, il y a des gens qui vraiment venaient un peu de la baston au-delà de la cascade. Nous, on a été là au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que le Pacte des Loups a été un moment décisif dans le cinéma français, parce que c'est là où, quelque part, on a amené la baston en France. Christophe Gans, pour moi, a fait une ouverture monstrueuse. Ah oui, après, tu as Besson, tout ça, etc. et tout. Mais le Pacte, pour moi, c'est le moment où d'un seul coup, ça s'est ouvert pour moi. J'ai tourné pendant quelques années avant sur des petits films, grâce à un mec qui faisait de la chorégraphie aussi et acteur qui s'appelle Niki Nodé. On a travaillé ensemble pendant quelques années. Après, on s'est séparés parce qu'on ne s'entendait plus. Mais en tout cas, moi, j'ai fait mes premiers films avec lui. C'était Ma cité va craquer, c'était des petites comédies, des trucs comme ça. Et le Pacte des Loups a été le truc qui a ouvert la porte. Putain, en France, on peut faire des trucs. C'était finalement la continuité de Matrix. Matrix, d'un seul coup, a révolutionné le cinéma d'action aux États-Unis. Et nous, en fait, le Pacte des Loups étant après, ça a ouvert aussi ces trucs. Et finalement, à partir de ce moment-là, tous les films de baston se sont faits. Donc moi, j'étais au bon endroit, au bon moment, et j'ai pu mettre mes talents martiaux au service. Par contre, en cascade, c'était pas de ouf. J'ai appris sur le tard. On m'a dit, tiens Manu, tu vas faire une petite 10 mètres de chute, et toi, oh merde, oh putain. Donc tu fais ta petite boulette dans le pantalon, mais t'y vas, parce que tu as besoin de cachetonner, parce que tu veux pas décevoir le régleur et tout, mais tu sais que c'est pas ta cam. Mais t'apprends. Et au fur et à mesure, moi j'aimais bien tomber par terre, me faire mal, etc. et tout. Mais les trucs vraiment cascade, percussion voiture, le feu et tout, j'ai jamais été un bon là-dedans. Il y avait des mecs qui étaient vraiment bons. Par contre, en baston, qui étaient moins experts que moi. Donc chacun sa partie. Mais au fur et à mesure, tu apprends. Donc j'ai fait des sauts, les chutes d'escalier, passer à travers les vitres et tout machin. C'est une sacrée adrénaline. Donc voilà, donc j'ai eu la chance de participer à l'évolution de la baston en France. Parce qu'on n'était pas nombreux. Maintenant, il y a des écoles, des bonnes écoles, je ne citerai pas laquelle, mais voilà, enfin le campus. Bah oui, voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, il y a plein de mecs. Le niveau, il est, en fait, si je devais définir, je vais te donner une image. Moi, je pense que moi, je faisais partie de l'époque ADSL. Maintenant, les mecs, c'est la fibre. C'est-à-dire qu'ils apprennent tout de suite, très vite, les tutos, les machins et trucs. Les mecs, ils font des triples vrilles
en 6 mois, alors que moi j'ai mis je sais pas combien d'années à taper une vrille ou un truc. Putain, donc tu vois le niveau il est comme ça maintenant. Et avec cette école maintenant, ça fait énormément de potentiel et énormément de cascadeurs à venir. Maintenant, faut-il qu'il y ait autant de travail pour eux. Voilà. Alors, les étapes d'une création, déjà, tu lis un scénar. Tu vois quelle est un peu l'identité du film. Si c'est une comédie, si c'est un réel truc d'action, si c'est un film à la française avec des bastons très réalistes et tout. Et c'est à toi d'avoir, entre guillemets, l'intelligence de trouver le bon ton. Je vais citer un truc, c'est même pas moi qui critique, ça a été dit, redit, c'est dans Les Rivières pourpres, où on a un film sombre, polar, un peu tendax et tout, et d'un seul coup, tu as une baston sur une musique de jeux vidéo, très chorégraphée, etc. et tout, qui n'avait rien à foutre là. Moi, j'aurais préféré que Vincent Cassel, Samara, ça, tu vois, ce sera beaucoup plus violent. Kassovitz a décidé de faire un truc un peu en référence à, je sais plus quel était ce jeu, enfin, il voulait faire une référence de jeu vidéo. Ok, ça a été fait, techniquement c'est très bien. C'est Niki Nodé d'ailleurs qui a fait les chorégraphies, c'était propre. Mais ça n'avait rien à foutre dans ce film. Donc ça, pour la plupart des gens de la presse, ils ont dit c'est une faute. Voilà, c'est incompréhensible. Donc quelque part, quand tu lis un scénar, déjà, voilà, tu lis le truc, tu regardes, tu essaies d'avoir l'identité du film. Et après, avec tes échanges avec la réalisatrice, réalisateur ou qui que ce soit, tu essaies de capter qu'est-ce qu'il faut. Et là, la personne, normalement, elle te dit, voilà, là, en ce moment, je travaille sur un film de Catherine Corsini où c'est que des manifestations. Donc, je ne vais pas faire des trucs avec matraque comme ça. Moi, j'ai regardé beaucoup de manifestations, de gilets jaunes, de machin, de trucs. Les coups de matraque, c'est pas des mecs qui s'acharnent pendant 1 heure comme ça, techniquement. C'est vraiment des coups pas donnés comme ça, etc. Donc, moi, il faut que je m'inspire de ça et que je m'approche le plus possible de ce cinéma. De cette réalité, pardon. Après, sur des trucs d'action, comme Balle perdue, on voulait un truc très réaliste. Après, j'ai fait un truc de super-héros. Au début, moi, j'étais parti dans les tours. J'ai fait un truc dans les prévises pour Douglas Attal, un petit peu technique. Il m'a dit, c'est pas du tout ça que je veux, Manu. Moi, je veux que ce soit âpre, dur, etc. Ah merde, j'avais pas compris. Donc après, j'ai refait. Donc quand vous verrez le film, il y a quelques bastons, notamment une avec Vima Laponce et Anthony Faux, mon célèbre acolyte. Putain, elle lui met cher. Et à l'écran, ça rend super bien. Donc voilà, il faut s'adapter par rapport à ce qui est écrit et surtout trouver la bonne texture pour ne pas être en faute de goût. Je vais dire une opportunité et j'espère une suite logique. Mais une opportunité avant tout, c'est en fait un vieil ami à moi qui s'appelle David Doucan, qui travaillait pour Mad Movie, passionné de cinéma, enfin le mec il est génial. Et en fait il m'a proposé, on se rencontrait souvent à la boutique Movies 2000, qui a malheureusement fermé, et on parlait cinéma. Et lui, il connaissait mon parcours en tant que cascadeur. On a fait un court-métrage où il était apparu dedans, vite fait et tout. Et il m'a proposé, on s'entendait très bien, il m'a proposé à Bustillo et Maury pour leur film. Putain, j'ai été super content parce que c'est un moment où j'avais fait plein de choses en cascade, je voulais continuer, mais je me sentais prêt à faire ce genre de choses. Je commençais à me dire, quel sera mon futur ? C'est un moment où je me dis, mais c'était vraiment la prémisse. C'est bien après, je me dis, il faut que je change. Je ne voulais pas finir en cascadeur à 50 ans, à avoir un cachet tous les 36 du mois et me faire mal, tu vois. Voilà, les années elles passent, j'ai 49 ans bientôt, mon corps il est fatigué. Mais je continue à m'entraîner, comme tu as pu le voir. Donc voilà, et David m'a proposé, j'ai rencontré les deux Lascar, ça s'est très bien passé. On a fait des répètes ici d'ailleurs, avec Alison Paradis et Béatrice Dalle. Putain, et ça s'est super bien passé et j'étais très à l'aise dans l'exercice. Non pas parce que je suis bon ou j'étais bon, juste parce que j'étais passionné. Et j'espère avoir un mot qui pour moi est très important dans le réglage, c'est la pédagogie. Donc j'ai réussi à amener Béatrice Dalle là où je voulais, alors qu'au début je me chiais dessus parce que je me dis putain Béatrice Dalle, c'est une rebelle, machin, etc. Et on s'est super bien entendu. On se touchait le cul, on déconnait à la fin et tout, c'était très drôle. Quand tu bosses sur un film comme Elle, par exemple, de Verhoeven, que tu as Isabelle Huppert qui doit se faire violer, je sais pas combien de fois dans le film, avec des tartes dans la gueule, des pains, etc. et tout jeté, faut l'amener là où tu veux, Isabelle Huppert. Donc si tu arrives en mode militaire, bourrin ou pas pédagogue du tout, tu l'amènes nulle part. C'est elle qui t'amène à la sortie plutôt. Allez, c'est bon, au revoir. Donc il faut trouver les bons mots, rassurer, avoir cette bonne pédagogie, tout ça, etc. Donc la pédagogie, pour moi, c'est la meilleure qualité pour un régleur, chorégraphe ou ce que tu veux. Un regret quelconque? Non, non. J'ai aucun regret. Si, allez, bon là je vais dans le côté larmoyant. Je suis juste un tout petit peu triste que mon père, qui est décédé depuis 13 ans maintenant,
n'ait pas vu mon évolution parce qu'il fait partie aussi de mon évolution. Il ne croyait pas à ces choses-là. Quand je disais que je veux faire du cinéma, il levait les yeux au ciel, vas-y c'est bon la danseuse, etc. Et tout. Il n'était pas cassant, mais il avait pas. Lui, il était très terre à terre sur des trucs. Exactement. Mais par contre, de l'autre côté, quand il parlait de moi à ses clients au café, il disait ah, tu verrais comment il lève la jambe et tout machin. Mais il n'était pas capable de me le dire en face. Donc le seul regret, il m'a vu monter un petit peu. Mais c'était, voilà, il m'a vu en cascadeur et tout. Mais il n'a pas vu l'évolution et le fait que je sois arrivé là où je voulais être. Donc c'est le seul regret. Mais sinon, je n'ai aucun regret. Tout ce qui m'est arrivé, voire même les mauvaises choses, ont été des bonnes choses pour moi. Il y a un moment, j'ai fait un film en Chine, machin, je suis revenu, j'avais pas le melon. Et je commençais d'un seul coup à penser, oui, peut-être que je vais faire ça. Et ma femme déjà me disait, détends-toi, Polo, tu vois. Et voilà. Et je me suis cassé la gueule après Le Talisman. C'était un film qui s'est fait en Chine avec Michel Yeo. Je suis sur l'affiche, tout ça, etc. C'est chambé. Et le truc, c'est le film était merdique. Il y a eu une dégringolade. Après Le Talisman, peut-être 6-8 mois après, je me suis retrouvé à faire de la prospection pour des potes dans l'immobilier, à mettre des enveloppes dans les boîtes aux lettres parce que j'avais plus une thune et parce que je travaillais plus, on ne m'a pas appelé après. Donc tout ça m'a permis de garder les pieds sur terre et dire, tu vois mec, tu as voulu te la raconter, allez hop, tiens, vas-y, tu t'es fait faucher, voilà. Et c'est chose que j'essaye de dire aux jeunes de maintenant, reste tranquille Polo. On n'est personne, on n'a pas trouvé le vaccin contre ça, ni quoi ni qu'est-ce. On fait du cinéma, on fait des roulades, on s'éclate. Donc voilà. Et donc toutes les mauvaises choses ont été positives pour moi. Voilà. Tout simplement, alors ça quelque part, c'est un ami à moi, un très bon ami à moi qui s'appelle Olivier Afonso, qui s'occupe des effets spéciaux, qui a une boîte qui s'appelle l'Atelier 69. Et Olivier, on est très potes, et il m'a dit, écoute Manu, il y a un mec qui va t'appeler, qui s'appelle Jean-Baptiste Sorel, il va t'appeler pour un court-métrage. Moi, c'était le moment où j'avais besoin de me faire connaître aussi en chorégraphe, donc le court-métrage, c'est toujours assez bien. Et il m'a dit, voilà, alors je te préviens, c'est atypique, mais fais-le, crois-moi. Je rencontre le mec, et là, le mec me dit, effectivement, voilà, je vais faire un court-métrage, ça s'appelle La Bif, là. Ah, c'est joli, tiens. Ah, tiens. Et il me raconte le truc, il me dit, voilà, c'est un mec qui se frite avec une bite de 1 mètre. Putain, il est barré, lui. Et je lis le scénar et tout, je me marre. Et en fait, j'ai pas hésité longtemps, parce que je vais être très franc avec toi, je me suis dit, je pense, puisqu'on est à l'époque des bandes démos, c'est ce qui permet d'avoir ta carte de visite, je me suis dit, je pense que je serai le seul régleur à avoir une baston avec une bite de 1 mètre dans sa bande démo. Je dis, vas-y, on le fait. Et j'ai rencontré Jean-Baptiste, le mec est complètement barré, mais super talentueux. On a fait ce truc, j'ai vu le résultat et j'étais tellement content. On a été le voir sur une grande salle et tout. Oh, je dis, putain, et qu'est-ce que j'ai ri. Les bastons sont bien montés, tout ça, etc. et tout. C'est très bien fait. Il y a un second degré qui s'imbrique, mais parfaitement bien avec le reste. J'étais super content, quoi. Donc, ouais, c'est un très bon souvenir, ça. J'ai envie, oui. J'ai envie. Alors, je suis dans les deux. En fait, j'ai fait de la seconde équipe, bah, notamment sur Balles Perdues, sur Benedetta, sur plein de trucs. Les 3 quarts du temps, c'est moi qui propose les axes. Je fais beaucoup de prévises pour mâcher le travail, etc. Les prévises, généralement, plaisent. On dit, putain, t'as fait ça en combien de temps bah, une journée ou 2. Putain, merde, c'est cool. Après, chacun son métier. Demande-moi de faire interview, tu vas te marrer, tu vois. Et sur le coup, la réalisation, ça vient d'une frustration de voir tout le temps certaines scènes de baston que tu as fait en prévise ou pas, etc. Tu vois le truc qui est mal monté, etc. Tu te dis, ah putain, mais c'est pas lisible. Les petites finesses d'action que tu as voulu placer. Donc je dis pas que j'ai complètement raison. Je dis juste que c'est mon métier, que je suis nourri, mais jusqu'à plus soif, de films d'action. J'ai tout chez moi. J'ai tous les films de baston qui puissent exister. De la merde au meilleur. J'ai tout étudié maintes et maintes fois. Donc je connais. Je peux pas te dire mieux, je connais. Donc quand tu vois certains trucs dans le cinéma français notamment où c'est cadré comme ça, les mecs qui font de la shaky-cam pour dynamiser et tout, putain, tu te dis, fais chier quoi. Je bosse encore sur des films en ce moment où c'est très compliqué de s'imposer. Et tu vois, des fois on dit mais pourquoi tu t'imposes pas? Mais viens mec, tu vas voir, c'est pas si facile. Quand tu as un chef-op qui a décidé de faire ça, etc. et tout, très compliqué. Donc la réalisation, oui, parce que je suis un grand passionné de cinéma, je suis un cinéphile à 200%. J'ai des choses à dire, à expliquer, à faire, à montrer, à proposer. Je vais enlever tout ce que j'ai dit et je vais mettre proposer. Et sur le coup, ben, je pense que quelque part, en France, on n'a pas encore atteint le truc que moi j'ai en tête. Même Balles Perdues, j'ai des petites déceptions sur 2 ou 3 trucs, etc. et tout. Voilà. Donc si un jour je réalise et que je fais un truc qui cartonne, tant mieux. Si je fais une merde, je dirais bon bah t'avais tort. J'ai pas d'ego là-dessus. Mais je sais pertinemment pour l'instant ce que je veux faire. C'est très prétentieux, je l'ai déjà dit dans des interviews, je veux faire un film d'action intelligent.
Je veux pas un truc justement où ça fait waouh. Je veux un scénar, un truc assez sombre, dark, etc. Je veux pas faire une comédie. Et je veux que les scènes d'action soient impressionnantes de par leur réalisme et leur logique. En fait, quand je dis film d'action intelligent, c'est-à-dire que sur le coup, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Balles perdues. Guillaume, quand il m'a proposé la chose, on a parlé de cette fameuse séquence du commissariat. Je dis, il m'a sélectionné, il m'a choisi parce qu'il aimait bien justement ce côté rentre-dedans. Et on en a parlé longuement. Et quelque part, voilà, Balles perdues, il y a deux montages qui existent. Il y a celui de Guillaume et le mien. Donc voilà, bon, évidemment, j'ai une préférence pour le mien, ça va de soi. Guillaume, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Mais ça n'empêche qu'on avait tous les deux cette même volonté de faire quelque chose d'assez réaliste. Alors évidemment, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais mec, Lino, dans le truc, c'est un mécanicien, il n'est pas combattant ni quoi ni qu'est-ce. » Et je dis « Mec, attends, regarde bien, c'est un mec qui a été faire de la zonzon, c'est un petit voyou, on ne connaît pas son passé, ça n'est pas expliqué dans son film, donc laissez libre cours, les amis. » Donc quelque part, il n'y a pas de technique de retourner ni quoi ni qu'est-ce, il n'y a pas de coup de pied sauté, il n'y a pas de truc. Ça rentre dedans, ça met de la gouache et tout. Exactement. Donc déjà, pour moi, c'est crédible. Il est en prison quand on le rencontre un petit peu, tout ça. Enfin, c'est un mec, il a fait de la rue. Il a un sweatshirt Pride or Die. Pour ceux qui connaissent, c'est un truc de MMA. Donc ça veut dire que le mec, c'est pas qu'un mécanicien. Donc voilà, donc il y avait ce côté-là. Dans Balles perdues, on a parlé aussi, on m'a cité aussi, ouais, mais le mec, il s'en prend plein la gueule, il arrive à dézinguer. Ok, il arrive à dézinguer des mecs. Dans un commissariat, c'est pas le GIGN, les mecs. Hein. C'est juste des petits mecs de quartier qui arrivent, qui mettent des coups de matraque comme ils peuvent. Et voilà. La seule, entre guillemets, un petit peu vénère, c'est la jolie blonde, Mélissa, dedans, qui, en plus, est en truc d'intervention à un moment. Donc, on sent s'il y en a un qui a du terrain. Mais si tu regardes bien, dans l'autre montage, notamment le mien, elle a plusieurs fois où elle revient et elle dose un peu Alban. Donc là, c'était éventuellement le personnage un peu plus redondant. Mais sinon, les autres, voilà. Après, on m'a dit, ouais, mais le mec, il se prend des coups de matraque et tout, à droite, à gauche, il sent rien. Si, il sent après. Parce que moi qui ai étudié ça, justement sur des vidéos, etc. et tout, preuve en est, tu regardes les manifestations des Gilets jaunes, les mecs qui se font latter de 4, 5 coups de matraque, etc. Ils en prennent comme ça, on dirait que c'est des... Puis après, ils se barrent limite un peu vexés. Je dis, mais mec, tu t'es pris des coups de matraque sur l'avant-bras. Normalement, le truc est pété. L'adrénaline fait que la douleur n'est pas apparente tout de suite, mais par contre, 5 minutes après, à mon avis, je pense que tu masses. Hein. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai voulu reproduire sur Balles perdues et que j'aimerais, si un jour je réalise, placer les conséquences des coups. Je n'en peux plus de voir des films où les mecs, ça part, ils en prennent plein la gueule et tout. Dans Balles perdues, si tu regardes bien, le mec subit. Je te parle des films où les mecs ils en prennent plein la gueule, ah putain, ils font comme ça, et ils se remettent en garde comme ça. Oh là là, tu vois les séries B, Scott Atkins, tout ça, techniquement c'est super beau. Mais arrivé à 50 berges, je me fais chier. Alors, déjà, devenir régleur, on va commencer par là. Parce qu'il y en a plein. Ils ont à peine démarré en cascadeur, maintenant ils deviennent régleurs. Moi, j'ai mis 15, 16, 17, 18 ans pour arriver à devenir régleur. T'as des mecs, ça fait 5 ans qu'ils font de la cascade, ça y est, ils veulent devenir régleurs. Ils font des courts-métrages, des machins, des trucs, etc. Et spontanément, ils disent, ouais, moi, je vais chorégraphier. Voilà, pour moi, le peu de talent que je peux avoir aujourd'hui, ça va être fait grâce à une accumulation d'expérience auprès d'autres régleurs. Des Philippe Guégan, des Alain Figars, des Gilles Conseil, des Carliès, tout ça, etc. Enfin voilà, tous ces gens-là. Et finalement, moi j'estime que pour être bien, bon, il faut de l'expérience. Il faut ça. Et surtout de l'entraînement. C'est-à-dire que moi, au-delà des arts martiaux, j'ai commencé à 5 ans, mais dans la cascade, on a été formé pendant 5 ans avec Niki Nodé. Après, on s'est séparés, comme je disais, mais je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai 49 ans aujourd'hui. Quand je ne tourne pas, mon équipe peut en témoigner, je fais 3 heures d'entraînement à la salle, de recherche chorégraphique, de réalisme, de machin, etc. Et tout. Et j'essaie de bouger comme si j'avais 20 ans. Donc mon corps, il dit tu me casses les couilles, je l'emmerde. Voilà, je dis va au diable, laisse-moi tranquille. Et du coup, tout le monde le sait, toutes les personnes qui me connaissent le savent, je suis à la salle 3 heures par jour pour m'entraîner. Donc toutes les personnes qui veulent devenir cascadeurs, Nico Nikes, etc. et tout, les gars, entraînez-vous. Entraînez-vous à pas être le meilleur, il n'y a pas de meilleur. Mais entraînez-vous à être déjà très bon, ça sera déjà très bien. Voilà. Alors je pense que déjà, il faut contrôler techniquement ce que tu veux, ce que tu vas faire. Déjà, quand tu connais tes mouvements, tu sais être précis, machin, etc. et tout, selon l'identité, que ce soit même un truc de karaté, de kung-fu, tout ce que tu veux, la montre religieuse, ce que tu veux, peu importe. Techniquement, il faut maîtriser ton truc. Après, tu l'interprètes. Finalement, la baston, c'est du jeu.
C'est-à-dire que les mecs, la base, ils vont lire leur texte, blablabla, bla, bla, c'est que de l'écrit. Et après, tu mets les intentions. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur le coup, quand tu commences à donner une identité au truc, c'est un exercice qu'on fait à la salle avec mes cascadeurs. C'est-à-dire sur le coup, quand il y a des moments où je n'ai pas ce que je veux, je dis ok les gars, vous allez me faire la chorégraphie que je viens de vous imposer de manière totalement sommaire. C'est-à-dire dans ces cas-là, je dis en mode campus, c'est-à-dire en mode débutant qui vient d'arriver, qui n'a pas cette expérience. Et après, je dis maintenant, vous le faites en mode moi. Crade, dégueulasse, machin, et vous interprétez. Donc tout est une forme d'interprétation. Et c'est tous ces petits détails sur des mouvements, tu vois qu'on a fait avec Anthony tout à l'heure, les mecs sont tellement formatés à mon travail maintenant que eux-mêmes m'étonnent. C'est-à-dire que d'un seul coup, je dis putain, c'est bien quand t'as attrapé. T'as vu quand on a fait tout à l'heure, à un moment, il a attrapé Nicolas comme ça, etc. et tout. Et moi, je l'avais pas placé dans la choref. Mais Anthony, il travaille depuis tellement longtemps avec moi qu'il a des choses spontanées. Et voilà. Et là, c'est ça qui amène ce côté réaliste à un truc technique. Un modèle, oui, mais je pense que c'est le modèle de tous. Mais même encore maintenant, parce qu'il est capable de tout faire, c'est Jackie Chan. Indiscutablement. Le mec, il est capable de faire ses trucs de comédie, comme des trucs, mais tellement vénères dans Police Story. Police Story, ça a été un boom pour moi aussi. C'est cette séquence finale tellement violente, tellement riche en explosivité, en tout ça. Voilà. Donc Jackie Chan, et oui, effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et voilà. Donc oui, s'il y a une personne à citer, c'est Jackie Chan. Point barre. Tellement de monde, putain. Il y a tellement de monde. En acteur, c'est pas spécialement avec qui je rêverais de travailler. J'ai travaillé avec tellement de monde qu'à un moment, il n'y a rien de prétentieux là-dedans, mais tu t'habitues à ça. Tu t'habitues à rencontrer des personnes qui sont dans le métier, que tu vois à la télé, hein. Donc tu es moins étonné. Exactement. C'est pas avec qui j'aimerais travailler. C'est avec qui j'aimerais arriver à faire un truc où la personne se transcende là-dedans. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu vois ce que je veux dire, se donne corps et âme là-dedans. Je ne sais pas, par exemple, je vais te donner une personne qui vient s'entraîner de temps en temps avec nous. Il y a deux personnes. Il y a un mec qui s'appelle Frédéric Chaud, voilà, qui vient de temps en temps à la salle. Quand il est là, putain, lui, il rêve de faire un film d'action. C'est un peu ça. Et lui, il rêve de ça. Et le mec, quand il vient à la salle, putain, il nous scie. Parce qu'il est vraiment investi, il a un vrai volontarisme à faire quelque chose justement de différent, il aime bien nos techniques, un peu viandardes et tout machin. Donc voilà, Fred, c'est un mec que j'apprécie énormément. Il y a aussi un mec qui est devenu, on est potes maintenant, c'est Aurel San. Le mec est fou, il est génial. Et du coup, je l'ai rencontré il y a 3-4 ans, et depuis, il s'entraîne avec nous, assidûment, moins assidûment parce qu'il a toute son actualité et tout. Et Aurel rêve de faire aussi un film de baston un jour et tout. Ça signifie la vertige. Totalement. Et quand il vient à la salle, le mec, il se donne. Mais il se donne ici, mais il se donne aussi chez lui. Il fait ses étirements, machin. Au début, il était aussi raide qu'un thermomètre. Le mec, au fur et à mesure, quand il écrit ses chansons, ses machins, il s'étire. Le mec, il revient à la salle. Putain, t'as vachement progressé. Donc, c'est pas avec qui je rêverais de travailler, mais voilà, c'est ces gens-là où je me dis, putain, on va faire des choses ensemble. Exactement. Donc, c'est plus ça. Voilà. Ça, c'est une question que je ne peux même pas te répondre parce que le problème qu'il y a, c'est que Netflix, c'est un énorme essor pour le cinéma d'action, de genre, de trucs comme ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de pression derrière d'entrée. Voilà, d'entrée en salle, le machin, etc. Les mecs, maintenant, les dirigeants de cinéma, qu'est-ce qu'ils veulent? Faire du chiffre. Donc s'il y a une espèce de merde avec Christian Clavier, Mérad, ou trucs comme ça et tout qui passe, les blagues de Toto, ça va rester à l'écran je ne sais pas combien de temps. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, le cinéma d'action, où tous les jeunes vont se déplacer, etc. et tout, vu que quelque part, il n'y a pas beaucoup de place pour ce genre de film, on n'a jamais les budgets qu'il faut pour faire quelque chose de vraiment bien. Donc quand tu vas avoir un film d'action, ouais, ça va, c'est un peu pété par rapport à des Fast and Furious, des John Wick, des machins, etc. Voilà, c'est pas comparable. Donc sur le coup, on nous flagelle à nous dire, putain, il faudrait plus de cinéma d'action en France, mais comment veux-tu passer après des films d'action américains? Et d'un autre côté, ce qui est paradoxal, c'est que quelque part aux États-Unis, ça a cartonné, balle perdue. J'ai eu beaucoup de retours concernant les actions et tout, en disant putain, oui, ça fait du bien de revenir à des scènes d'action normales, crédibles, sans effet numérique, sans ceci, cela. Et quelque part, eux, ils sont formatés comme ça. Et tu regardes, moi les films d'action, hier, je suis tombé vite fait à la télé sur Rampage, qui passait sur. Putain, j'ai regardé 10 minutes, j'ai failli vomir du numérique. Si on arrive à trouver quelqu'un
qui a les couilles de distribuer un film d'action avec un peu de... Enfin, non, je vais même pas dire... Il y a tout un truc global. Il y a tout à refaire. Voilà, donc Netflix permet au moins, et a permis, je pense, de montrer qu'en France, on pouvait faire des films d'action sympas. C'est pas un chef-d'œuvre, balle perdue. Mais putain, voilà, ça a le mérite d'exister et d'être honnête. Et c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, voilà, au cinéma, il y a eu Anti-Gang, ça a quand même bien marché. Il y a eu Les Bessons, mais ça, c'était autre chose, parce que c'était pas des trucs complètement français. Mais voilà, donc s'il y a un mec, si un jour on fait Anti-Gang 2 ou machin ou truc, etc., j'en sais rien. Peut-être que... Ouais, c'est que des peut-être. Alors je vais essayer de pas y spoiler, mais il y a un moment dans le film où il y a un soulèvement du peuple bon, il y a un soulèvement du peuple. Donc il y avait un effet de foule, il y avait 300 figurants, machin, etc. et tout. J'avais une quarantaine de cascadeurs français et italiens, voilà, sous mes ordres, entre guillemets. Et du coup, en fait, le peuple se soulève. Donc tu as toutes les personnes qui doivent protéger une personne. Je vais essayer de spoiler le moins possible. Donc ça se fout sur la gueule, ça machin, etc. et tout. On a fait 3 jours de tournage pour le procès de Benedetta, qui, à un moment, part en sucette. Le peuple commence à partir dans tous les... Hein, et en fait, Paul m'a dit, bon, moi, il me manque des séquences d'action, de violence, de machin. Voilà, il m'a dit... voilà, c'est ça, exactement. Rentrer, donc on a fait beaucoup de choses déjà. Les mecs qui se font piétiner, tout ça, etc. et tout. Mais il m'a dit, il me manque des trucs. Il m'a dit, donc, écoute, j'aimerais bien que tu fasses la seconde équipe. C'était une journée, hein. Mais en une journée, j'ai essayé de placer des coups dans la gueule, des machins, les gens qui se font un peu... les soldats qui se font trucider par... voilà, donc c'est parti là-dessus. Et j'ai eu ça, j'ai pas mal de séquences. Il y a un rêve à un moment un peu zarbi avec des coupages de tête, des machins, enfin un truc un peu médiéval et tout. Il y a plein de petites actions à placer. Des tares dans la gueule, des sauts, des suicides, des machins et trucs, un truc au feu. Il y a énormément de choses. Donc finalement, j'ai travaillé énormément sur ce film. Souvenir énorme, parce que finalement, c'est le premier gros film que je faisais. Et là, tu te retrouves finalement face à un cinéma que tu apprécies, face à un réalisateur méga passionné, limite autiste. Christophe, putain, il a tout... Oh, tu dis, oh, impressionnant le mec, au détail près, au putain de détail près, c'est incroyable. Donc tu avais ça, on s'est retrouvé toute une bande de cascadeurs, Dacascos, Kizako, Philippe Coq, un mec que j'ai adulé pendant des années parce que c'était un des plus grands chorégraphes des années 70, tu vois, truc comme ça et tout. Bah oui, il a fait à toute épreuve, tout ça. Enfin, c'est un personnage, tu le vois, tu dis, waouh, la classe. Le mec, la première fois que j'ai vu arriver, allez, rebelote, j'ai refait une boulette dans mon pantalon, tu vois. Donc, j'ai gardé tout ça, je t'en ferai un échantillon. Et donc voilà, donc le Pacte des Loups, c'était une réunion de tellement de choses, c'était intense. Ça a été, je ne sais plus combien de mois de tournage. Finalement, la séquence du début, on devait la faire en 1 semaine, et on l'a fait en 1 mois. Donc moi, j'étais dans mon élément pendant 1 mois. Avec Marc, c'est à ce moment-là qu'on a sympathisé, avec Philippe Coq, des cascadeurs et tout. Putain, c'était magique. Et c'est des trucs, on en a de moins en moins, des trucs épiques comme ça. Donc le pacte, oui, pour moi, c'est un moment gravé à tout jamais dans ma tête, quoi. Ça mériterait de revenir parce que quelque part... C'est un top chef de la cascade. C'est ça, exactement. Mais c'était sur une chaîne qui était très peu connue, TF6. Encore une fois, c'était pas un truc qui était blindé de thunes ni quoi ni caisse. Mais moi, j'ai trouvé cette émission vachement intéressante et j'ai accepté de la faire parce qu'elle était saine. Dès le départ, j'ai dit, je ne veux pas faire une émission de télé-réalité où on clash un tel et un tel et un tel. C'est que des personnes passionnées, que des vrais protagonistes, des personnes qui s'entraînent, qui passent du temps comme moi. Donc voilà. Et l'émission, moi, je l'ai beaucoup aimée parce que quelque part, elle était sincère. Et je reste persuadé que si c'est fait sur un truc comme M6 ou TF1, je sais pas, ou une bonne chaîne, ça peut être vachement bien. Mais pour moi, elle méritait largement mieux en termes de vues, quoi. Alors, John Wick 1, grosse surprise, gros truc. Enfin, encore une fois, aux États-Unis, un film où c'est un régleur, cascadeur, machin, qui réalise, qui connaît les cadres, qui connaît les trucs, etc. et tout. Un renouveau dans le style un peu gun kata, jujitsu, machin, etc. et tout. Un Keanu Reeves totalement investi dans le truc. Voilà. Des entraînements, des machins et trucs. Premier, chambé. Grosse surprise, je dis putain, pas mal du tout. Deuxième, j'ai détesté parce que le mec est surhumain. Il prend des pruneaux à travers le truc, il se fait suriner. Le mec fait des roulades, des jujigatame et tout. Je dis allez, vas-y, casse-toi. Alors que dans le premier, c'est déjà un peu le cas, mais ça peut passer encore. Mais dans le 2,
la scène du métro, le mec il se tient là. Putain, je me suis juste coupé moi avec un cutter, j'ai eu 7 points de suture là. Je te jure que j'aurais pas fait une baston, hein. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il fait des roulades. Non, t'as un pruneau qui est logé là, arrête. Totalement. Ok. Pour moi, un des bijoux qui a été fait, que j'adore particulièrement, c'est Warrior, avec Tom Hardy et Joel Edgerton. Là, tu prêches un convaincu. Point barre. Voilà, moi je le regarde. Alors déjà, tu chiales, tu regardes les actions, les mecs ils sont totalement investis, les bastons sont chamés. Magnifique ce film. Limite, je préfère Joel Edgerton, je sais plus comment on prononce, que Tom Hardy. Tom Hardy, il a une présence de ouf avec ses trapèzes. Le mec, c'est une montagne. Mais l'autre, en fait, il y a en plus un côté humain dedans et tout. Mais c'est une des rares fois où je me levais et je dis, oh putain, voilà. Donc ce film-là, c'est une référence totale pour moi parce qu'il allie technique et sentiment. J'en ai pas. Parce que finalement, j'ai étudié plein de choses et j'aime bien mixer. Donc en fait, un art martial, ça va être un style. C'est comme si tu écoutais de la musique, tu écoutes un album, finalement, tu vas avoir... Hein, moi, je préfère une compile. Avoir un moment, un morceau de ça, un morceau de ça, un morceau de ça, un morceau... J'ai beaucoup aimé le Wing Chun. Le Wing Chun m'a amené énormément de choses. J'ai beaucoup aimé le Taekwondo aussi parce que j'adore lever la canne. Le Jiu-Jitsu, j'ai appris un peu du sol sur Scorpion et ça a été super bénéfique. Donc tout, je peux pas, y a pas... Ben, en l'occurrence, je vais revenir. Enfin, j'ai été très surpris. En fait, bah, John Wick 3, par exemple, que tu citais, il a très très bien marché. Moi, je l'ai survolé. Et les bastons étant tellement longs, je me suis fait chier à un moment. Je dis, mais putain. Alors, nous, on vient nous peler la jonquille parce que dans Balle perdue, on dit qu'il y a un combat interminable dans un commissariat. Je dis, ah les gars, putain, regardez John Wick. C'est ça que j'appelle interminable. Et ce que dire, donc à partir du moment. Et paradoxalement, je me suis refait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté en Blu-ray 1080, bien propre là et tout. C'est. Putain, comment il s'appelle? Merde, c'est un Jackie Chan où tu sais, il joue au. Putain. Il joue à une espèce de football local là-bas. C'est peut-être la danse du lion, un truc comme ça, mais je connais pas le. Enfin, peu importe. Et t'as un combat à la fin où le mec, putain, ça dure, c'est interminable. Il n'y a pas un moment où tu t'emmerdes. Il n'y a pas un moment où tu t'emmerdes. Enfin, pour ma part, hein, attention. Et voilà, donc surcoté, bah, John Wick, on en a fait des pâtes à caisse, des machins, le film référence et tout. Moi, personnellement, non, parce que je me suis emmerdé à la fin. Ben, au fil des années, je l'ai construite. C'est-à-dire qu'il y a eu maintes tentatives de construire des équipes à partir de mon délire et tout. Déjà, on a créé une équipe à l'époque avec mon ami Olivier Schneider. On a voulu faire des choses ensemble. Après, on s'est entouré, Michael Troud, Patrick Vaux, un tel, machin. Et après, on a pris des directions différentes. Olivier voulait régler aussi, moi aussi, mais on n'a pas la même façon de travailler avec Olivier. Moi, je suis très speed, je peux être limite casse-couille. Olivier a besoin de réflexion. Donc ça ne pouvait pas fonctionner, tu vois. Maintenant, Olivier, il fait des films incroyables aux États-Unis et tout, c'est une réussite totale. Il a réglé le dernier James Bond, la bande-annonce, elle défonce. Je suis très fier de lui, je suis très content pour lui. Et l'avantage, c'est qu'Olivier, pareil, a pris le melon, tranquille. Il a une assurance maintenant, etc. et tout, mais donc voilà, donc on a pris des... Et puis au fur et à mesure, tu rencontres des gens. Alors il y a des gens, ben, ils viennent avec toi, ça se passe bien, puis un jour, ça se passe pas bien. La personne, elle te déçoit, ou truc comme ça. Ou tu peux décevoir aussi, hein, je dis pas que j'ai... voilà. Mais j'ai mis du temps. Mais la personne la plus ancienne, c'est Anthony, bien évidemment, qui est venu vers moi, qui est passionné de trucs comme ça et tout, mais qui se voyait même pas dans le cinéma. Et du coup, il est venu s'entraîner avec moi, c'est venu comme ça, puis un tel, puis un tel, puis un tel. Puis ben, en fait, tu rencontres des gens au fur et à mesure. Alors pendant un moment, je voulais avoir une grande équipe, et puis à un moment, je me suis dit non, ça sert à rien. Je suis un peu plus dans le domaine, j'aime pas les grosses soirées, je me fais chier. Moi, je préfère un truc convivial, à la maison, où on discute de choses intéressantes et tout, mais papillonner à droite à gauche et tout, avoir mon harem à la maison, ça ne m'intéresse pas. Dans la salle, c'est pareil. Donc quelque part, les gens que j'ai sélectionnés, maintenant, c'est les bonnes. Il y a des conditions. Je suis chiant, je suis relou, je leur impose certaines choses que je m'impose moi-même. Mais par contre, voilà, les choses étant dites, on a créé un truc très sincère. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de truc, etc. S'il y a une personne un jour qui dit ou fait de la merde ou a une attitude, je dis bah non, là. Et voilà, on est devenus amis aussi. Donc cette équipe, il m'a fallu du temps pour la voir. Elle s'accentue un petit peu, il y a de plus en plus de gens qui viennent, mais c'est très fermé quand même. Il y a beaucoup de gens, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir travailler avec moi dans mon équipe et tout. Et c'est pas que je n'en veux pas, c'est que je veux pas avoir 50 000 personnes. Je préfère avoir les bonnes personnes, compter sur eux à 200%. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai de plus en plus de travail.
voire ça fait très prétentieux, mais je suis débordé et j'ai besoin d'avoir des gens qui vont me représenter. Donc tu l'as dit toi-même, putain, qu'est-ce qu'ils sont sympas, qu'est-ce qu'ils sont chouettes ton équipe. Si j'ai des gens comme ça qui me représentent, j'ai tout gagné. Si j'envoie des mecs qui ça raconte, etc. et tout, qui sont bons techniquement mais qui ça raconte, c'est mort. Et eux, voilà, ils sont respectueux, gentils, courageux et tout, et on passe le plus clair de notre temps à la salle. C'est pas parce qu'en ce moment, j'ai la baraka, que ça se passe bien, machin, putain, que des projets, que des trucs, que je vais d'un seul coup dire, bon les gars, vous voyez ce qui se passe, c'est grâce à moi. Non, non, rien du tout. Encore une fois, c'est grâce à nous. C'est tout ça. Et tout ça se construit progressivement. Et tout ce qui se passe pour moi, c'est en grosse partie grâce à eux. Voilà. Et dans le futur, bah, si un jour je réalise, bah, c'est eux qui vont régler. Ça va être Anthony, Pierre, Mélissa, tout ça, etc. Tu vois, voilà. C'est des personnes qui sont autour de moi et en qui j'ai une grande confiance. Merci pour ta disponibilité. Et merci. Franchement, tu sais que j'en rêvais de cette interview. Ah bah, c'est cool, ça fait plaisir. J'espère la prochaine interview que je ferai, dans quelques années, ce sera pour t'interviewer sur ta réalisation. Allez, vendu. Putain, écoute, que tu me portes la chance. J'espère, parce que ça portera la chance aussi. Eh ben, en tout cas, tu reviens nous voir quand tu veux. On parle cinéma, on va manger ensemble et puis voilà, quoi. Ça marche? Je te remercie. C'est cool. Merci, monsieur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner et pourquoi pas à faire un petit tour sur ma page Utip. Allez, salut!